Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons nous intéresser au rôle crucial du père au sein de la cellule familiale. On a souvent tendance à occulter ce rôle. Or, le père participe grandement à la création, la construction de l'identité de sa progéniture. On en parle en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous allons toujours rester au sein même de cette cellule familiale pour nous intéresser à cette relation entre un frère et une sœur, des relations qui ont tendance parfois à être un peu, on va dire, fâcheuses. Mais comment aujourd'hui créer la complicité entre son frère et sa sœur? Des éléments de réponse évidemment en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit de Warren, vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis de m'avoir invité. Nous remercions également Brice, étudiant en ingénierie statistique économique et financière. Merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup Régis. Et nous remercions un nouveau du plateau Génération News. Il s'agit de Michael. Vous êtes étudiant en ingénierie juridique et fiscale. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Merci à vous. Les amis, nous allons parler du rôle du père au sein même de la cellule familiale. Brice, je l'ai dit dans mon introduction, on a tendance parfois à occulter un petit peu ce rôle très important du père dans la création de l'identité même de sa progéniture. Pourquoi selon vous? Et qu'est-ce que le père représente pour vous au sein d'une famille? Merci Régis pour la parole. Je voudrais déjà commencer par dire que effectivement, de plus en plus, il est donné de remarquer que le rôle du père dans le cadre familial a tendance à être occulté, à être négligé. Mais il est important de revenir, n'est-ce pas, aux fondamentaux et dire que le père a sa place et joue un rôle important dans la cellule familiale. Et je pense bien sûr que ce rôle-là doit être davantage valorisé, de sorte que pour sa progéniture, le père puisse avoir son rôle-là et contribuer à forger un comportement, à développer sa progéniture, son enfant. En fait. Et comment, mon cher Michael, évidemment, parce que Warren, Brice l'a souligné, le rôle un petit peu, très important du père au sein de la cellule familiale. Comment ce rôle se manifeste selon vous? Parce que c'est vrai qu'on a besoin de notre papa pour avoir une sorte, on va dire, de repère. Tant qu'on n'a pas de père, on n'a pas de repère. Mais comment ce repère, aujourd'hui, doit être, on va dire, mis en avant par le papa au sein de la famille? Merci déjà pour la question. Je pense que plus aux côtés du père, c'est l'aspect comportemental. Parce que nous savons tous que des enfants, nous apprenons plus par le regard. On regarde ce que le père fait et on est amené à dupliquer les mêmes comportements. Donc de ce fait, déjà, comment donner cette bonne habitude qu'on veut à ses enfants? C'est déjà de montrer le bon exemple à ses enfants en ce qu'on espère d'eux, le faire nous-mêmes et ne pas toujours chercher à les pousser, à les forcer à faire certaines choses. On donne souvent l'exemple de ces parents-là qui disent à leurs enfants, allez lire des bouquins pendant qu'ils sont en train de regarder la télé. Mais la meilleure approche serait que toi-même, tu sois déjà devant un bouquin. Et quand tu diras à ton fils ou à ta fille, va lire un bouquin, automatiquement, il y va parce qu'il fait les choses comme le fait son père. C'est vrai que ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais le premier pas pour un père, pour je dirais, transmettre ses qualités, son caractère à sa progéniture, c'est déjà de passer par le bon exemple et les enfants suivront. Voilà. Et pour vous, le père joue donc, on va dire, un rôle capital parce que c'est vrai que quand on est très jeune, pour rester dans votre argumentaire, mon cher Michael, quand on est très jeune, on a besoin de quelqu'un sur qui calquer. Et le père, en général, c'est on va dire, c'est ce moule-là sur lequel on espère demain avoir évidemment le même comportement, les mêmes caractères. Du coup, c'est un rôle tellement crucial. Et comment justement pallier à ça? Parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui se retrouvent, on va dire, sans père. Comment pallier à ça aujourd'hui? Déjà, j'aimerais prendre l'exemple sur moi. D'accord. J'ai beaucoup plus vécu avec ma maman que mon papa. Déjà, la mère elle-même. Je parle de ces familles où il y a absence de père, où ils sont obligés d'être éduqués que par la mère. Les familles monoparentales. Ouais, monoparentales. C'est à la mère maintenant de jouer ce double rôle-là, de porter la casquette de père et de mère. C'est vrai que ce n'est pas évident dans tous les cas, mais ce n'est pas impossible aussi avec les mères. Donc le rôle de père, il est très capital, mais de plus en plus on voit que les gens préfèrent s'en départir. Beaucoup de familles sont sans père. Mais ça n'empêche pas pour autant que les enfants aient une éducation qui calque
peut-être pas sur le père, mais sur la mère. Mais ce qui est dommage aussi, c'est qu'on peut calquer sur d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le cocon familial. On voit des gens qui prennent des éducations dans la rue, avec leurs proches à l'école, un peu partout. Ouais, qui n'est jamais bonne, hein, cette forme d'éducation. Oui, évidemment, c'est ça prendre avec beaucoup de recul en ce qui concerne oui. l'éducation de la rue. Le rôle crucial du père au sein de la famille, Warren, on vient de le souligner, nos amis l'ont souligné également. On a parlé de ce cas de figure hein, des familles monoparentales où l'absence du père se fait beaucoup remarquer. C'est vrai, c'est loin de vouloir mettre un petit peu dans une zone d'ombre le caractère fort des femmes, hein, ces femmes-là qui assument le rôle de père et de mère, mais on a toujours besoin d'une présence masculine parce que l'homme, évidemment, comme on l'a dit, le petit garçon est appelé à être un homme et grandir avec une seule, on va dire, philosophie qui est celui de la mère, alors qu'on sait que ce que le père peut apporter, c'est un peu compliqué aujourd'hui, Warren. Oui, c'est très compliqué. D'ailleurs, on remarque que dans les familles monoparentales, sans vouloir jeter la pierre sur les femmes, mais les femmes sont un peu plus légères. Ce qui fait en sorte que lorsqu'elles éduquent seules, dans certains cas de figure, les enfants peuvent sembler être un peu légers avec eux-mêmes, un peu frivoles, si je peux le dire ainsi. Mais c'est vrai qu'on met toujours en lien le caractère du père avec ce caractère un petit peu autoritaire. Voilà, donc l'autorité permet de recadrer, de mettre en place une certaine peur, ce qui fait en sorte que l'enfant a des limites. Et ça permet à ce dernier-là de suivre une conduite un peu plus stricte, un peu plus carrée en fait. Et il devient un peu plus mature, un peu plus rangé. Et cette autorité du père n'est autre que le catalyseur de tout cela. Le catalyseur, c'est évidemment le terme qui sied, hein, on va dire, ce rôle du père. Parfois, comme on l'a souligné, encore occulté, parce qu'on a l'impression que dès que l'enfant vient au monde, on laisse d'abord la mère créer cette complicité avec l'enfant, et ensuite le père est souvent mis à l'écart, parce qu'on se dit, bon, on attend lorsqu'il aura, on va dire, la majorité, hein, pour évidemment commencer à avoir ce contact très proche. Alors, le père, on le dit, il est important, crucial, mon cher Brice, dans l'évolution même de l'enfant, dans la création de cette identité. L'enfant, Michael l'a souligné, homme, le petit garçon s'identifie à son père, parce qu'il y a des questions en lien directement avec un enfant garçon qui peut facilement échanger avec son père. Je veux dire, comment aujourd'hui justement cette création, cette participation à la création de l'identité, aujourd'hui doit se manifester au sein même d'une famille, ou même chez l'enfant et chez le père? Par rapport à cela, déjà, je voudrais dire que aussi bien le petit garçon peut s'identifier à son père, mais même la petite fille. Parce qu'avec la petite fille, déjà, elle pourra voir dans son père, dans son caractère, dans son comportement. Le modèle d'homme qu'elle aimerait avoir. Exactement, le modèle d'homme qu'elle voudrait avoir. Donc je pense que par rapport à cela, il n'est pas permis aujourd'hui d'occulter le rôle primordial du père au sein de la famille. Mais donc, comment est-ce que cela peut être possible, cette éducation, ce transfert de comportement ou encore d'identité par rapport à ces enfants? Je pense déjà qu'une étude assez récente a été menée en France où il est sorti que la plupart des pères de famille voudraient assister déjà même à l'accouchement. Et cela prouve que davantage, de plus en plus, les parents, surtout les pères, s'intéressent à la vie et au développement de l'enfant. Donc, il n'est pas permis aujourd'hui de pouvoir occulter cela. Comment est-ce que le père peut contribuer, n'est-ce pas, à l'éducation de son fils ou de sa fille? C'est par exemple le fait de pouvoir lui inculquer certaines valeurs que la mère ne pourra pas forcément le faire. Parce que la mère, elle est surtout protectrice. La mère, c'est comme ça. Elle veut protéger l'enfant des dangers éventuels. Mais alors que le père de famille lui permettra à son enfant de découvrir même l'inconnu. Le père contribue à favoriser la socialisation de l'individu, de l'enfant. Et donc, par rapport à cela, il met en place un certain ensemble de facteurs ou encore de comportements que l'enfant pourra facilement copier. Et cela permettra, n'est-ce pas, à cet enfant-là d'être mieux forgé pour affronter les réalités qui viendront. Il est important de souligner également que cette histoire-là, c'est une question de prise de conscience. Parce que ce qui a fait en sorte que le rôle du père soit légèrement mis en cause, c'est le fait que certains pères ont tendance à démissionner à se mettre au second rang ou encore même à abandonner complètement ce qui concerne l'éducation, disant que
il est plus pourvoyeur que autre chose. Donc il est également important que les pères aujourd'hui prennent réellement leurs responsabilités sous toutes ses formes afin que cette problématique soit plus ou moins réglée. Problématique plus ou moins, oui, allez-y, Michael. Je voulais revenir sur cette démission, entre guillemets, là, au fait. Elle n'est pas toujours volontaire, surtout dans notre génération actuelle où on sait que le père, c'est le chef de famille, celui qui est censé subvenir aux besoins de toute la famille, qui sort tôt le matin et qui revient le soir. Donc, pour revenir à la question, comment transmettre ces qualités à ses enfants, je pense que c'est en passant beaucoup plus de temps avec les enfants. Malheureusement, de nos jours, c'est très compliqué. S'il faut travailler, les enfants vont à l'école. Sur la semaine, le père et ses enfants, ils se voient vraiment sur une courte durée. C'est pourquoi il faut essayer d'aménager son temps. On va trouver un petit temps pour essayer de profiter pleinement de sa progéniture. Parce qu'on remarque le plus que les personnes qui ont plus grandi avec une présence parentale ont une certaine aisance, une certaine, on va dire quoi, paix intérieure. Ils sont assez stables en fait. Oui, il y a une forme d'équilibre. Voilà, exactement. Ouais. Parce que même si quand on grandit, Brice, sans évidemment cette présence masculine, en l'occurrence celle du père, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et cette identité, parce qu'on parle évidemment de construction, de création d'une identité, cette identité, on a l'impression qu'on ne l'a pas tout simplement. On ne l'a pas. En fait, on ne peut pas aujourd'hui se masquer sur le fait qu'une mère à elle seule est capable d'éduquer son enfant en bonne et due forme. C'est pas possible. Même si davantage, on voit des femmes dire que je peux éduquer mon enfant moi-même sans avoir besoin du père. En réalité, l'enfant manque de quelque chose. Et forcément, dans l'évolution, il pourra un jour venir un moment où l'enfant va dire que j'ai manqué de cela, j'ai manqué de cela. Et c'est des éléments souvent que le père seulement peut apporter. La plupart même des personnes que vous verrez en tant que délinquants vont dire que j'ai pas eu en fait ce contrôle parental, surtout l'autorité paternelle. Parce que j'ai eu la capacité de tout faire, j'ai eu en fait devant toutes les réalités, tous les droits et je n'avais aucun devoir en fait. Donc la mère ne peut pas jouer ce rôle-là forcément, alors que le père incarne cette figure d'autorité. Donc c'est important que son rôle soit vraiment consolidé au sein même de la société. Warren, est-ce que ce rôle de l'autorité, restant toujours dans ce cas de figure de ces familles monoparentales, où ce sont des mamans qui jouent évidemment les deux rôles, mais est-ce que c'est... Comment faire pour justement pallier à cette absence d'autorité? Est-ce que c'est à la mère aussi de trouver des palliatifs, par exemple, de laisser son enfant avec son frère ou avec un oncle pour qu'il puisse, en tout cas l'enfant, évidemment, avoir cette image, ce contrôle, cette autorité paternelle? Oui, je pense que la mère doit jouer également ce rôle-là. Essayer de toujours rapprocher l'enfant d'un homme. Voilà, une figure masculine. Voilà, donc il faut également souligner qu'il y a des mères qui éloignent les enfants des pères, tout simplement parce qu'ils n'ont plus de relation. Et de nos jours, c'est quelque chose qui ternit un peu l'image des pères. Et les mères doivent également mettre un système de telle sorte que, quelle que soit la relation qu'elle a avec le père, sauf s'il est décédé ou sauf s'il a vraiment été démissionnaire, de toujours envoyer son enfant du côté du père afin que cet enfant-là ait cette chaleur paternelle et ça va lui permettre d'acquérir pas mal d'habitudes et de conseils qui vont lui permettre d'être un peu plus stable, un peu plus posé, d'avoir cette considération-là parce que la mère seule ne suffit pas en fait. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, Warren, tu parlais d'équilibre, oui. Évidemment en faisant allusion à cette présence maternelle et paternelle. On va rester sur ce point, allez-y. Excuse-moi, s'il faut essayer de peser le juste milieu, il faut que les pères prennent leurs responsabilités en tant que pères et que les mères également fassent en sorte que les pères le fassent. Parce que d'un côté, les mères peuvent permettre la séparation, comme essayer de la faciliter, et de l'autre, les pères peuvent également être démissionnaires. D'accord. On va parler, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu beaucoup plus de ce côté, j'ai envie de dire, cette influence positive en ce qui concerne le père, mais l'influence peut également avoir un côté négatif, mon cher. Parce que, Michael, on parle de l'impact, quel impact, évidemment, la présence du père peut avoir sur sa progéniture, mais cet impact peut également être négatif. Effectivement, vous avez raison. Il faut souligner que les comportements des pères ne sont pas toujours exemplaires. Il arrive souvent qu'on tombe sur des pères, bon, aussi des mères, disons des parents d'une façon générale, qui n'ont pas de comportement exemplaire. Par exemple, plusieurs fois, on voit des situations où le père rentre tout saoul
Yves les enfants. devant Yves, les enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a également des pères qui ne subviennent pas aux besoins, pourtant ils ont des situations assez stables. C'est stable, exactement. C'est tout ce Il y a qui une crée rupture également, totale. Surtout avec des enfants qui ont entre 7 14 ans et tout, ils ont déjà la possibilité d'analyser et voir que leur père ne subvient pas à leurs besoins, pourtant il en a la capacité. Ça crée également des frustrations qui les éloignent. Et à long terme, ils se mettent un blocage par rapport au père et ça peut se perpétuer avec leurs enfants et au fur et à mesure. Exactement, de la crainte, évidemment, de ce processus-là. Oui, mon cher Michael. Je pense que l'impact même des parents sur les enfants, il peut être positif comme il peut être négatif, comme vous l'avez souligné. Mais quand il est négatif, c'est encore grave parce que l'enfant grandit avec une certaine insuffisance. Souvent, il se crée des propres complexes dans sa tête. Et souvent, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Il n'a même pas de personnalité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très important. Il faut un équilibre. Mais il faut que cet équilibre-là soit positif. Parce que s'il est négatif, c'est cette même négativité-là qu'on transmet à nos générations, à notre progéniture. Et eux aussi, certainement, s'ils n'ont pas eu la force et le courage de surpasser ça, ils vont encore faire la même chose avec leurs enfants. On parle d'une création de l'identité. L'identité, c'est comme notre ami Warren l'a souligné, ce que ça en lien avec la personnalité. Si on n'a pas d'identité, on n'a pas de personnalité. Et évidemment, cette personnalité, on la puise un petit peu chez papa, chez le père. Revenons un petit peu, évidemment, sur cette éducation de la rue, soulignée par notre ami Michael. Comment ça se passe? Est-ce qu'avec cette éducation, on peut aussi un peu tirer un peu de personnalité à l'intérieur, mon cher Brice? Là, ça va dépendre de ce qu'on entend par personnalité. Non, ça dit que dans le quartier, par exemple, dans la rue, on a le boutiquier qui peut faire office de père. Alors, c'est pas le père qui peut faire office de grand frère. On a, je sais pas, un grand frère avec qui on a grandi qui peut jouer aussi ce rôle-là de père. Est-ce que le fait d'avoir, on va dire, cette multitude, cette flopée de connaissances en lien avec la présence masculine, est-ce que ça peut aussi quelque part créer un trouble d'identité chez le jeune? Oui, je pense que oui, parce que comme déjà mon frère ici présent, Michael a pu le dire, l'enfant, déjà lorsqu'il est très très à bas âge, il regarde en fait ce que ses parents font et c'est à partir de cela qu'il copie. Donc si déjà dans le cadre familial, le père n'a pas été là, pour plusieurs facteurs, séparation entre mère et père et tout ça, et que l'enfant soit obligé après de pouvoir connaître d'autres personnes, le boutiquier du quartier ou le grand frère, le jeune du quartier, bien sûr, il va essayer de regarder ces éléments-là. Et souvent, on copie des comportements qu'on ne veut pas, de façon consciente. Voilà, on va se retrouver après en train de faire telle chose ou telle chose, parce que voilà, on a vu une fois quelqu'un en train de le faire. Donc, et là, ça pose problème, parce qu'on peut se trouver dans une situation où on a été là confronté à tellement de situations qu'on est en train de montrer des comportements qui viennent de plusieurs personnes différentes. Et bien sûr, après, lorsque la chose n'est pas bien gérée, ça peut créer des troubles de personnalité. C'est ce qui crée d'ailleurs l'augmentation des vices tels que la délinquance juvénile, la consommation des drogues et tout ce qui peut s'en suivre en fait. Parce que l'environnement détermine notre comportement et notre caractère en fait, donc c'est tout à fait logique. Oui, allez-y, Michael. Brice a plus souligné l'aspect négatif. Mais moi, j'aimerais revenir sur l'aspect positif aussi que peut apporter. D'accord, bah oui. Oui, après, la société n'est pas toujours mauvaise. On n'a pas, peut-être l'absence de père physique peut se manifester. Mais dans la société, on peut trouver des exemples de personnes qui peuvent réincarner un père. C'est-à-dire cette personne qui te donne souvent ses conseils, te parle comme un père. Oui, parfois ça peut être le professeur, ça peut être le professeur, ça peut être le papa du quartier, exemple, tout ça. Papa dans le quartier. Voilà, donc pour revenir à l'éducation de la rue, c'est pas toujours négatif, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu apprendre dans le cocon familial, quand on a l'occasion d'expérimenter dans la rue. Et là, on apprend plus par expérience. Ça peut faire mal, mais bon, on retient les leçons. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu risqué? D'apprendre, c'est bien, mais d'apprendre sans canal, c'est-à-dire on n'a pas sans repère, ça aussi, ça peut être un peu risqué. Effectivement, c'est d'ailleurs même très risqué, parce que si c'est bon, on en ressort gagnant, mais quand c'est mauvais, là, carrément, ça peut nous détruire. C'est le risque à prendre, Brice? Le risque à prendre, bon, il est carrément clair que c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. En tout cas, lorsque la famille déjà est bien constituée, papa est là, maman est là,
il est préférable de pouvoir recevoir l'éducation venant de nos deux premiers parents. Voilà. Parce que certaines personnes carrément négligent cet aspect-là et préfèrent recevoir l'éducation du dehors. Oui, et ça c'est quand même assez grave. Parce que je crois que le père qui t'a mis au monde est la personne la mieux indiquée à te montrer la voie à suivre. Après, des questions de personnalité, comme on le disait tantôt, si tu as reçu une éducation forte, l'éducation de la rue, tu vas en tirer ce que tu peux, mais ça ne va pas t'influencer à telle enseigne que tu vas te détourner de l'éducation primaire, comme on peut le dire. Donc, tout est question de ce que tu as déjà reçu dans ta famille. Ça va faire en sorte que tu auras une certaine ouverture d'esprit qui va te permettre de discerner ce qui est bien dans la rue et mettre de ton côté, et ce qui n'est pas bien, les laisser en rade. En fait, faire un tri, hein, tout simplement. Voilà, c'est l'avantage qu'on a aussi, c'est ce libre arbitre de pouvoir prendre ce qui nous intéresse et de laisser ce qui ne nous intéresse pas. Je reste avec toi, Warren. Tu parlais tout à l'heure de personnalité. Nos amis Brice et Michael l'ont encore souligné. Tu l'as encore souligné en ce qui concerne évidemment le rôle important du père au sein même de la cellule familiale, en ce qui concerne, on va dire, la création de cette identité. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que tu t'es laissé aujourd'hui un peu, on va dire, emporté par, je veux dire, le père, la figure paternaliste que tu vois aujourd'hui au sein de ta famille? Bon, personnellement, je n'ai pas grandi avec mon père ni ma mère. J'ai plus grandi avec ma grand-mère. Mais j'ai toujours eu cette chaleur paternelle parce que chaque vacances, j'étais chez mon père majoritairement et ma mère était toujours présente. Ça veut dire, bon, puisqu'ils les deux étaient étudiants, à chaque fois, j'avais la possibilité de côtoyer les deux. Donc, déjà que ma grand-mère avait, on va dire quoi, un caractère fort, elle avait cette personnalité-là qui permettait de me recadrer. Pour ma part, je n'ai jamais eu à avoir affaire à des déviances vraiment extrêmes. C'est vrai qu'il y a eu forcément dans l'adolescence des petites déviations, mais j'ai toujours été dans ce cadre-là qui me permettait de profiter de mon père, de ma mère et de consolider cela par ma grand-mère. On en parlait de calquer, permets-moi d'entrer en profondeur dans ta vie privée, mon cher Warren. On a parlé de calquer. Du coup, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as de ton père en termes de peut-être de comportement ou autre chose, mais qu'est-ce que tu as pu retirer de ton père, au-delà du physique, hein, peut-être que tu lui ressembles, mais qu'est-ce que tu as pu prendre d'autre de ton père? Si je peux dire que j'ai pris quelque chose de mon père, c'est peut-être la tempérance, le calme. Parce que de base, je ne suis pas forcément très calme lorsque je suis avec mes amis et tout. J'ai un sang un peu chaud. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser des situations, de prendre des décisions, je suis assez posé. J'essaie de d'abord réfléchir assez avant de me lancer en fait. Je pense que c'est cette qualité peut-être que j'ai pris chez lui. Bah écoute, si papa nous regarde, on dit merci à papa pour cette qualité ce côté zen, les béatitudes partagées par notre ami Warren. Michael, alors il y a quelqu'un également que vous connaissez très bien, j'aime beaucoup écouter ce monsieur, il s'appelle Bob Marley, paix à son âme. Alors Bob Marley disait le rôle d'un père est crucial, l'identité que le père offre à l'enfant, c'est cette identité, c'est une forme de double identité. C'est-à-dire, vous l'avez souligné également, l'identité que votre père vous offre, c'est celle que vous allez offrir à votre progéniture demain. On a parlé de cette famille monoparentale, mais parlons des familles recomposées, parce que ça existe également, des familles recomposées. Est-ce que pour cet enfant, c'est un peu plus facile pour lui de devoir, supposant qu'il a passé du temps avec son père, et que derrière, il est obligé de vivre, enfin obligé, c'est une manière de parler, mais il vit aujourd'hui avec le mari de sa maman. Comment ça va se passer en termes, comment le jeune doit analyser tout ça et comment il doit se comporter par rapport à ça? Parce que c'est clair que le nouveau mari de sa maman va vouloir apporter cette forme d'éducation et en général, ça crée des frictions au sein même du couple parce qu'on a l'enfant qui va rappeler deux fois à son père que tu n'es pas mon père. Et comment ça se passe? Très bonne question, merci. Déjà, il faut commencer par souligner que c'est très compliqué dans ce genre de famille-là. Parce que déjà, on accueille une nouvelle personne dans notre vie qui va faire office de père. Mais sans pour autant qu'on connaisse vraiment la personne. C'est comme si maintenant on doit apprendre à se connaître, les qualités et les défauts.
les tolérer, mais ce n'est pas toujours évident. Parce que plus jeune, ça peut passer. L'enfant, quand il est jeune, on peut facilement le modeler. Mais quand on arrive, comme Warren l'a dit, à un âge où on arrive à réfléchir, à choisir, à partir de là, ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué parce que, comme vous l'avez dit, l'éducation qu'on reçoit à bas âge, je pense que c'est Brice qui le disait, c'est une fondation. Et cette fondation-là, elle est inébranlable au fait. Donc, quand on grandit avec et que quelqu'un vient pour nous inculquer une autre fondation, c'est-à-dire une fondation sur une autre fondation, ça crée des conflits de fondation, si je peux dire au fait. Ce qui fait que c'est compliqué pour nous de délaisser ce qu'on avait déjà appris pour appliquer quelque chose de nouveau, juste pour plaire, entre griffes, à un nouveau parent ou faire plaisir à la maman et tout. Donc, ce qui fait que ça devient compliqué. Oui, pour le jeune d'analyser tout ça et mon cher Brice, il en perd d'identité, tout simplement. Effectivement, si ce n'est pas bien géré. Parce que l'enfant se doit là maintenant de pouvoir créer un certain lien, connaître mieux son nouveau père. Et cette affinité-là, si en fait elle n'est pas bien structurée, notamment par exemple par le rôle de la mère, bon, l'enfant va se trouver dans une situation dans laquelle, bon, il n'accepte pas le nouveau père. Et il préfère peut-être rester dans son coin ou continuer à nouer cette relation qu'il avait avec son père, mais qui n'est plus dans le cadre familial. Voilà. Mais déjà, c'est une question d'approche également. Comme Brice a pu le souligner, l'enfant doit savoir s'adapter au nouveau père, mais le père doit également savoir cerner l'éducation primaire de l'enfant afin de mieux avoir une procédure qui lui permet de créer toujours l'harmonie autour de cette histoire. Et en parlant d'harmonie, les amis, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. On reste toujours au sein de la famille, du cercle familial, cette fois-ci pour nous intéresser à une autre relation qui est parfois aussi un petit peu compliquée à analyser, à comprendre. Warren, on parle évidemment de cette complicité entre le frère et la sœur. Évidemment, c'est deux personnes qui se ressemblent parce qu'ils sont issus de la même famille ou pas. En tout cas, c'est selon. Mais comment aujourd'hui un petit peu créer cette relation, on va dire, de paix, de sincérité? Ça existe certes, mais encore un autre point, comme on l'a souligné, est-ce qu'il y a parfois des frictions? Pourquoi déjà ces frictions? Et comment créer vraiment la complicité entre les deux? Pourquoi les frictions? Tout simplement parce que bien qu'on soit frères et sœurs, et bien qu'on ait reçu certainement la même éducation, la manière de le recevoir personnellement n'est pas forcément la même. Et il arrive que non seulement il s'agit d'une fille et d'un garçon, la fille a une manière de prendre les choses, le garçon en a une autre. Et cette petite différence fait en sorte qu'il n'y ait pas forcément de concordance entre les avis et la manière de voir et de percevoir les choses. Ce qui fait déjà en sorte qu'il y a une certaine différence. Et comment maintenant créer cette complicité? C'est tout simplement en essayant de créer un climat d'harmonie à travers une mise, on va dire quoi, la mise en place d'un contrat social, si je peux le dire ainsi. Mais est-ce qu'il n'existe pas déjà, ce contrat social? on est sortis du même ventre, donc le contrat il est peut-être là déjà, oui, on a le même nom. Donc quand il s'agit de vivre ensemble, par exemple, si je prends mon exemple ici à Dakar, je vis avec ma sœur. D'accord. On n'a pas forcément grandi dans la même maison, mais c'est ma sœur. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a certaines choses qu'elle tolère que moi je ne tolère pas, comme il y a certaines choses que moi je tolère qu'elle ne tolérera pas. Il faudrait maintenant trouver le juste milieu pour essayer de recadrer les choses, créer un climat d'abord de confiance, un climat d'honnêteté. Il faut vraiment insister sur l'honnêteté parce que si quelque chose ne va pas, il faut bien me le dire. Si quelque chose ne va pas de mon côté, il faut bien que je le dise afin qu'on trouve le consensus et que tout aille pour le mieux. Trouver le consensus, mon cher Brice. La solution, elle est là. Parce qu'aujourd'hui, déjà, comment analysez-vous cette relation qui existe entre un frère et une sœur? Vous avez des sœurs, je suppose. Comment ça se passe, évidemment, en termes sur le plan relationnel? Bon, donc pour parler de mon cas personnel, j'ai 3 sœurs. D'accord. J'ai 3 sœurs. Et on passe le bonjour au passage, si elles nous regardent, les 3 sœurs. Effectivement. Donc j'ai 3 sœurs et moi, étant le dernier de la famille, en fait, j'ai toujours bénéficié de cet amour de mes sœurs. Elles m'ont toujours cajolé, elles m'ont toujours caressé dans le sens du poil. Donc j'ai trouvé en mes sœurs, en fait, des personnes de confiance.
envers qui je peux aller parler de mes problèmes, parler de mes difficultés, et c'est une oreille attentive que toujours je rencontre. Et pour moi, en fait, il n'y a pas eu de problème majeur. Mais je pense que les cas où on pourrait trouver des chocs entre frères et sœurs, ça peut aussi provenir, parlant donc des facteurs, même du traitement, peut-être différentiel de la part des parents. Voilà, donc il est important que déjà à ce niveau, je ne voudrais pas entrer dans les détails déjà, mais déjà, il faut dire que les parents ont un rôle important dans cette complicité entre frères et sœurs. Le rôle capital, il se trouve à quel niveau, mon cher Michael, selon vous, évidemment? J'aimerais un peu suivre sa démarche. Plus revenir sur la rivalité entre frères et sœurs, qui est souvent créée par cette certaine, je dirais, dans ce déséquilibre de traitement qu'offrent les parents aux frères et aux sœurs. On peut peut-être sentir qu'il y a un qui est plus favorisé par rapport à l'autre. Oui, on se dit que... oui, parce que les derniers ils sont très cajolés. C'est ça. Bon. Et on a un exemple un peu similaire. Moi j'en ai 4, j'ai 4 sœurs. D'accord. 4 grandes sœurs, et j'étais le tout petit qui était aussi caressé dans le sens du poil, trop surprotégé. Mais après, bon, on se disait peut-être que lui, il était favorisé par rapport à nous. Donc souvent, ça crée des tensions. Mais ça, c'est très petit. Mais en grandissant, ce sont des choses souvent qui disparaissent et puis qui laissent place à de nouveaux liens. Des nouveaux liens, c'est vrai. Il y en a un aussi, en tout cas un lien, c'est le lien, le lien de la fraternité. Il est là, hein, on est frères, on est sœurs. Il y a un autre lien qu'on exprime difficilement ou bien autrement. C'est en tout cas la vie de plusieurs personnes. Hein. Et quand je suis allé recueillir un peu les avis par rapport à cette thématique, c'est le lien de l'amour. On dit difficilement à son frère ou à sa sœur qu'on l'aime. On a tendance à juste poser des actes. Warren, est-ce que vous vous retrouvez dans cette, on va dire, dans cette philosophie, dans cette logique-là? Ouais, pour ma part, je suis assez souvent taxé de froid. Tout simplement parce que je ne sais pas exprimer forcément mon amour. Donc, dire à ma sœur, je t'aime, il faut vraiment une situation assez... Bon, on va dire une situation quand même qui m'amène à le dire en fait. Oui. C'est rare de me voir le dire. Vous ne le dites pas, mais vous le prouvez. Ou bien vous êtes loin également de cette preuve-là. Je le sens, je le prouve quand je peux. S'il y a des situations qui m'amènent à le prouver, oui, je le fais. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que je ne dis pas trop je t'aime que je ne l'aime pas. Mais personnellement, j'ai ce problème-là de me dévoiler, de dire de façon naturelle à ma sœur que... Voilà. D'accord. On revient sur un point à souligner, un point très crucial et important souligné par notre ami Brice. Évidemment, en parlant de la cellule familiale, le rôle parental, hein, parce que, comme vous l'avez souligné, l'un des facteurs, ça peut être aussi ça, le fait qu'il y ait un déséquilibre au sein même de l'éducation, ou une forme de préférence au sein de la famille. Comment orienter aujourd'hui les parents pour essayer un petit peu de pallier à cette rivalité qui existe aujourd'hui entre une sœur et son frère? Comment orienter les parents en matière donc d'éducation des enfants, donc en distinguant bien sûr les enfants de sexe masculin et de sexe féminin. Je pense déjà que cette réponse en fait doit venir de la diversité des situations qui se présentent dans le cadre familial. Par exemple, si ici Michael s'est mal comporté à la maison et que sa sœur qui est là, qui a pu observer la chose, le déroulement parfait, et que le parent vient pour sanctionner, pour punir Michael à cause de son comportement, si en fait elle n'arrive pas à trouver les mots idéaux, les mots bien choisis, les mots appropriés pour recadrer l'enfant, ça va créer ici un certain déséquilibre tout de suite. Dire que tu ne peux pas prendre l'exemple sur ta sœur, tu ne peux pas prendre l'exemple. Et ce sont des termes qui arrivent beaucoup. Effectivement, c'est des thèmes qu'il faut éviter parce que ça détruit même souvent l'estime de soi, de l'individu. Donc les parents doivent pouvoir apporter une éducation qui soit quand même assez équilibrée, égalitaire, juste, que ce soit pour le garçon que pour la femme, pour la fille. Et donc c'est important de pouvoir, déjà dans ce cocon familial-là, essayer de trouver les meilleures formules, les meilleures manières de pouvoir valoriser même les enfants. Les qualités, il faut les valoriser et lorsqu'il y a des défauts, il faut pouvoir trouver les mots idéaux pour pouvoir les dire en fait. On va parler de l'âge, mon cher Michael. Alors, il est prouvé, il est dit que, évidemment, en ce qui concerne les rivalités entre le frère et la sœur, un frère a beaucoup plus une forme de rivalité avec sa petite sœur qu'avec la grande sœur. Pourquoi? Plus avec la petite sœur que la grande sœur. Bon, je me dis parce que déjà, le grand frère, il voit sa petite sœur peut-être
déjà comme une fille et encore comme inférieur à lui. D'accord. Donc, il est plus dans la posture d'imposition. Il veut imposer ce qu'il veut à sa sœur. Donc, c'est souvent, on peut le voir, quand on fait la cour à une jeune fille, souvent on craint plus son grand frère. Parce que lui, s'il te croit, souvent c'est des problèmes au fait. Donc déjà, les grands frères veulent beaucoup plus choisir pour les petites sœurs. D'accord. Et les petites sœurs qui ont plus le regard poussé vers la liberté, elles ne sont pas d'accord. Donc souvent ça crée ces frictions. Et la grande sœur, c'est sûrement parce qu'on estime que, surtout si c'est l'aînée, hein, la grande sœur, donc elle joue évidemment le rôle de la mère aussi. On se dit souvent qu'elle en fait un peu trop, elle se prend pour ma maman. Donc du coup, on se dit on a deux mères. Et là, ça crée encore d'autres conflits parce qu'on ne supporte pas cette pression supplémentaire qui vient de la grande sœur. On parle d'une pression, Warren. Alors, il y a un point, évidemment, tu l'as dit, tu n'es pas très expressif quand tu es, évidemment, parce que tu es dans ta zone de confort un peu réservée. Mais je veux dire, comment aujourd'hui, parce que les rivalités, ça existe, on vient de le souligner aujourd'hui, la solution, c'est quoi? On a parlé d'un point, évidemment, c'est le point des parents, c'est l'orientation, c'est la manière de revoir un petit peu l'éducation. Mais en ce qui concerne le frère et la sœur, quelles sont les solutions que les deux doivent mettre en place pour essayer de trouver, on va dire, un petit moyen d'accalmie? Voilà, une paix durable. Je pense qu'il faut instaurer le dialogue. Je pense que du dialogue jaillit la lumière, je ne sais pas trop la citation exacte. Mais de la discussion jaillit la lumière. Voilà, de la discussion jaillit la lumière. Je pense que si on remarque qu'il y a une situation incommodante, on peut s'asseoir, se dire clairement ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour te mettre à l'aise? Et après cette ouverture-là mutuelle, on peut en tirer des conclusions. Désormais, ne fais plus ça pour que moi je ne me sente pas comme ça. Désormais, je ne fais plus ça pour que tu ne te sentes pas comme ça. Et à long terme, si on l'applique réellement, on va trouver le juste milieu, comme je le disais tantôt. Mais est-ce que selon vous, est-ce que vous trouvez un petit peu normal qu'il y ait comme des divergences entre un frère et une sœur? Je veux dire, on est issus du même ventre, on est de la même famille, on a le même sang, on a les mêmes traits de visage. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des divergences entre un frère et une sœur? Pour moi, c'est clairement normal. Parce que l'homme est unique en tout ce qui... Même nos 5 doigts n'ont pas la même empreinte. Donc, ça veut dire que, hormis le fait qu'on soit de la même famille, qu'on soit sorti peut-être du même ventre, il y a aussi cette éducation, comme on parlait en première partie d'émission, de la rue. Il y a par exemple les formations qu'on suit mutuellement à l'école. L'autre est peut-être en droit, moi je suis peut-être en génie civil. Ce qui fait en sorte qu'elle a plus une pensée focalisée sur le juste, sur ce qui doit être. Alors que moi, je suis peut-être un peu frivole et tout. Je me dis que bon, vos histoires de droit, ça c'est vos problèmes de réalité platonique. Moi, je suis dans ma réalité. Donc, rien que tous ces facteurs-là font en sorte qu'il n'y ait pas forcément on ne va pas forcément dans le même sens en fait. En termes de réalité sociétale, en termes de mode de vie, en termes on va dire quoi, de planification même du futur. Et c'est tout ce qui fait en sorte qu'il y ait forcément des divergences. Et encore plus lorsqu'on parle même lorsqu'il a souligné par exemple, lorsque ta sœur veut avoir une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, tous ces facteurs plutôt rentrent en compte et tu ne peux pas forcément être d'accord avec le partenaire qu'elle a choisi. Toutes ces choses-là. À faire des concessions. Voilà, donc bien qu'on soit appelé à faire des concessions, mais ça crée toujours un petit désaccord en fait. Oui, Michael. J'aimerais appuyer ce qu'il a dit. Les rivalités entre frères et sœurs, pour moi, il n'y a rien de plus naturel que ça. Déjà parce que si on prend la façon dont une femme réfléchit et la façon dont un jeune homme réfléchit, c'est carrément, je ne dirais pas opposé, mais ça ne va pas dans les mêmes sens. Donc ce qui est logique pour ta sœur, pour la sœur, peut être illogique pour le frère et vice-versa. Donc vu qu'on n'a déjà pas, on a la même éducation, mais on a des caractères, des personnalités différentes. On a des façons de voir les choses différentes. Donc, forcément, il y a toujours cette rivalité-là. Mais ça ne devrait pas être des rivalités qui durent sur le long terme. Ça devrait être éphémère. Non, parce que c'est là la crainte, mon cher Brice. C'est qu'en fait, on assiste à des rivalités entre frères et sœurs qui s'étendent
vraiment sur une durée et qui fait peur. Et c'est même là, parfois, qu'on assiste à on va dire, une séparation totale de la famille. Et ce qu'on oublie derrière, mon cher Brice, c'est qu'au-delà d'avoir un suivi psychologique, parce que ça peut aider, on a parlé de la communication, je pense que le fait de consulter aussi, ça peut aider, parce qu'on oublie un point qui est crucial, c'est que parfois, ces rivalités entre frères et sœurs font du mal à nos parents. Effectivement, les rivalités entre frères et sœurs peuvent souvent causer du tort aux parents, mais en même temps, en fait, j'aborde parfaitement dans ce sens, mais en même temps, moi, je pense que les rivalités, elles sont plus accentuées dans un certain âge. Voilà, lorsqu'ils sont encore plus jeunes, les rivalités, on voit que c'est vraiment très, très, très à un niveau important. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, je pense que ça a tendance en fait à se désamorcer. Maintenant, bien sûr, comment est-ce que cette rivalité entre frères et sœurs peut toucher même la vie même des deux parents? Je crois que là, c'est lorsque les enfants, en fait, arrivent à un certain niveau où les choses sont difficiles à gérer, voilà, par les parents. Et là, c'est des cas quand même assez extrêmes. Parce que je pense, pour ma part, que les rivalités, comme déjà Michael l'a dit, c'est des éléments naturels. C'est naturel que ça puisse avoir lieu. Et même souvent, je ne dirais pas encourager, mais souvent, il faut laisser la place ou bien faut disposer en fait tout un environnement pour que les différents rivaux puissent s'exprimer, puissent dire leur mécontentement, leur désaccord. Parce que je pense que c'est un mécanisme assez important pour désamorcer la tension en fait. Et je pense également que Brice l'a souligné lors de l'une de ses prises de parole. Les rivalités peuvent également être créées par les parents. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, comme il a dit, bien que les rivalités se désamorcent plus on grandit, mais même quand on grandit, les rivalités peuvent être plus accentuées. Dans la mesure où, moi je suis l'aîné, Brice c'est mon petit frère, bon on va prendre une femme, donc j'ai une petite sœur, et ma petite sœur, il s'avère qu'elle est plus d'opportunités que moi. Si on peut parler en matière de réussite scolaire, en matière de finances et tout. Elle a un revenu plus élevé. Certains parents peuvent avoir tendance à la valoriser plus que son grand frère en disant tu ne vois pas ta petite sœur qui a à peine, pourtant elle est née 3 années plus tard, mais elle est déjà en licence 3. Ou bien elle travaille déjà. Oui, parce que voilà, le grand frère subit un peu cette pression. Toutes ces comparaisons, toutes ces pressions peuvent faire naître dans le cœur du grand frère une certaine haine, une certaine... rivalité, vraiment un complexe d'infériorité, oui. Et cela va forcément créer une rivalité. S'il n'est pas ouvert d'esprit, il va se dire que voilà, ma petite sœur, c'est elle mon diable, si on peut le dire ainsi. C'est elle qui fait en sorte que les parents parlent comme ça parce qu'elle part forcément peut-être s'aimer la zizanie. Et voilà quoi, c'est aussi c'est l'une des choses plutôt que les parents devraient revoir dans une moindre mesure pour éviter ces tensions entre frères et sœurs. Moi, je pense que déjà les préférences au niveau des parents, c'est inévitable. Tout parent a un enfant qui préfère, qui chérit. En général, c'est les derniers, c'est nos amis Brice là. Oui, c'est ça. On n'y peut rien. L'aîné est le dernier. Oui. Mais ce que les parents peuvent faire par contre, c'est de cacher cette certaine préférence-là, ne pas la dévoiler au grand jour, ne pas laisser les autres savoir que c'est Brice notre enfant chéri, c'est Brice qu'on préfère. Les mettre sur un pied d'égalité, leur donner le même traitement et surtout ne pas condamner l'un parce que l'autre a fait mieux que lui. En disant pas comme ce que Warren disait, tu vois ton frère, il est mieux que toi, qu'est-ce que tu fais? Non, parce que là déjà ça crée de la frustration et ça crée aussi du complexe. En parlant de complexe et de frustration, mon cher Brice, alors il y a un autre point également, un élément, on va dire, un facteur non négligeable de cette rivalité qui existe entre frères et sœurs, c'est le côté un peu démissionnaire, pas des parents, mais parfois du frère, enfin du grand frère ou de la grande sœur. Je m'explique. Alors, il est prouvé évidemment que lorsque une petite sœur est par exemple, on va dire, éduquée, élevée par son frère, et que cette dernière arrive à un âge où elle obtient on va dire, elle est majeure, on a l'impression que quand le grand frère donne un petit peu les leçons de vie, la petite sœur se dit, bon écoute, moi je suis arrivé à un âge de ma vie où je n'ai plus besoin de recevoir des conseils de qui que ce soit, je fonce tête baissée, et si je me cogne, ça ne regarde que moi. Donc on assiste à un moment où le grand frère qui se dit, bon,
j'ai fait ce que j'avais à faire, dorénavant, je laisse la petite sœur se débrouiller. Donc ce côté un petit peu démissionnaire, c'est présent, ça existe un peu partout. Ça reste un point aussi sur lequel il va falloir corriger pour éviter ces rivalités. Effectivement, c'est des situations, là, telles que vous la présentez, le père ou la mère, en fait, n'intervient plus. Donc c'est comme si le grand frère joue le rôle de père ou bien d'accompagnateur par rapport à sa petite sœur. Et effectivement, après avoir donné des conseils, après avoir orienté la petite sœur dans un chemin dans la vie, et il vient un moment où la petite sœur veut prendre ses distances, pensant qu'elle a grandi et peut prendre donc des responsabilités. Ça peut créer effectivement des problèmes entre frères et sœurs, Mais je pense que dès ce niveau-là, je pense que le grand frère doit pouvoir souvent en fait se démarquer, se détacher un peu. Parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas être toujours là. On peut donner des conseils, on peut donner en fait la voie à suivre. Donc trop de protection crée l'éloignement? Oui, souvent il est important de donner un peu de distance à la personne. Chacun doit vivre son expérience. Effectivement, souvent l'expérience aussi est tellement importante pour apprendre des choses importantes dans la vie. Voilà, on dit souvent on apprend de ses échecs. Ouais. Voilà, donc je pense que souvent, et lorsque la personne est quand même assez majoritaire, surtout même que peut-être elle est mariée, il faut pouvoir se détacher un peu, laisser la personne vivre ses expériences et venir en tant que peut-être mentor, coach, voilà, bien qu'on est frères et sœurs, mais je suis là et je donne des conseils à ma petite sœur lorsque ça ne va pas. Je crois que ce genre de relation-là, c'est plus préférable que d'être toujours présent, en fait. Alors, la complicité frères et sœurs dans le domaine professionnel est à hauteur de, on va dire, de 25% aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, près de, on va dire, ils disent 16% des entreprises créées, donc les startups, sont créées par des frères et sœurs. Ça montre aujourd'hui que si on arrive justement à mettre nos différends de côté, on peut créer des belles choses et aller très loin, Michael. Oui, c'est très vrai. Parce que déjà, quand on se projette dans le sens familial, quand on se met ensemble pour bâtir quelque chose, avec le sérieux qui va avec, forcément, ça donne toujours quelque chose de très bon. Je vais prendre l'exemple de la famille Rothschild, ces grands banquiers qu'on connaît en Europe. Oui, les Rockefeller aussi, si vous voulez. Ce sont des gens qui ont bâti leur fortune plus dans le cadre familial, entre eux. Voilà. Donc, si, entre frères et sœurs, on peut s'asseoir, mettre les points sur les i, essayer de mettre de côté toutes ces petites discussions inutiles là, et faire un bon travail, ça marche toujours, parce que bon, le lien du sang aussi, c'est quand même assez fort. Ah oui, comme on dit, le lien du sang, ce n'est pas de l'eau, hein, c'est du sang. Alors, il y a un point qu'on a souligné en première partie d'émission, pour ceux-là qui viennent de nous prendre là sur Médian TV, en ce qui concerne évidemment l'émission Génération News. En première partie, on a parlé un petit peu de ce rôle crucial du parent au sein de la famille, enfin du père précisément au sein de la famille. On a abordé également un point en parlant de famille recomposée. Alors, ce point, on le retrouve également sous cette deuxième thématique, Warren, parce que c'est prouvé également que l'un des facteurs de cette divergence entre des frères et des sœurs, le fait d'avoir des familles recomposées participe beaucoup à créer, on va dire, cette rivalité-là. Alors participer, pas dans le sens négatif évidemment, mais c'est lorsqu'on se retrouve dans une nouvelle famille avec de nouvelles sœurs, avec des nouveaux frères, on a parfois du mal à faire le link. Oui, c'est vraiment évident déjà. Pas toujours, mais c'est beaucoup évident. Lorsque tu as une famille recomposée et que les enfants sont surtout grands, il y a une différence entre l'enfant que la femme a amené dans le couple, l'enfant que l'homme a amené dans le couple et l'enfant qui est né dans l'union. Le plus souvent, pour les personnes qui n'ont pas une ouverture d'esprit, qui n'ont pas une certaine maturité, ils vont avoir tendance à se comporter d'une certaine manière avec l'enfant de l'un des conjoints. Soit ne pas les mettre au même pied d'égalité que l'un ou l'autre, soit ne pas les mettre au même pied d'égalité que l'enfant qui est né de l'union. Oui, parce que certains parents, il va donner juste à son enfant, ou bien juste à l'enfant qu'il a amené et l'enfant qui est né dans l'union, et de laisser l'enfant qui est venu avec l'autre partenaire. Et ça également, pour des enfants qui ont déjà un certain âge, où ils voient, ils réfléchissent, ils décident, ils vont automatiquement se mettre dans une carapace et ils vont automatiquement être toujours à l'écart de ce que les frères peuvent ne pas être responsables, mais tout cela vient forcément des parents. Comme les frères également, s'ils ont un certain âge, ils peuvent être source de rivalité dans la mesure où ils vont se dire que non,
tu n'es pas mon oui, frère parce que l'éducation n'est pas la mon même. père est là, Ouais, ma mère est ouais. là, mais toi, ton père, on ne sait pas où il est. D'accord, oui. Et automatiquement, ça crée également des rivalités. Donc, les rivalités, vous partagez l'analyse de notre ami Warren, Brice? Absolument, absolument. Et je pense que cette rivalité tire sa source même de la frustration de la séparation. Oui. Donc l'enfant est frustré du fait que papa et maman se sont séparés. Et désormais, c'est un nouveau père qui vient, bien une nouvelle mère qui vient. On n'accepte pas forcément cette situation. Et donc, bien sûr, on crée comme un certain mécanisme de défense. De sorte que devant toute situation, on est prêt en fait, à être agressif. Et c'est vraiment très, très dangereux. Il est important que, comme il a dit, faire preuve de maturité, d'ouverture d'esprit, de sorte à ne pas en fait laisser les réalités vécues par nos parents influencer ce que nous pouvons avoir comme relation en tant que frères et sœurs. Oui, parce que comme on dit, on gagnerait tous à se connaître. Le fait d'avoir de nouveaux frères ou de nouvelles sœurs, ça peut être des opportunités aussi demain. Évidemment. Alors, on a parlé de la question, de thématique d'aujourd'hui, c'est comment créer cette complicité. On a parlé de la communication, oui, mais Michael, que faut-il faire d'autre? Appeler la sœur toutes les 30 minutes, comment créer cette complicité? Aller au cinéma avec elle, l'inviter au restaurant, ça reste ça reste des points à mettre en valeur. Bon, oui. Bon, déjà, à notre étape de majeur, de grand garçon, c'est de plus être présent dans la vie de l'un et de l'autre, du frère et de la sœur. Vous allez de temps en temps rendre visite à vos grandes sœurs? Oui, quand je suis au pays. D'accord. Oui, parce que je rappelle que vous êtes burkinabé. Oui, je suis burkinabé. Donc, la famille, c'est quelque chose de très important. Donc, marquer sa présence auprès de ses sœurs, de ses frères, pour leur montrer que voilà, je suis là. Que ce soit en période difficile comme en période facile. Oui, mais ça c'est vous. Mais je dis, est-ce que de l'autre côté, elles font la même chose? Elles vous appellent de temps en temps parce que si c'est unilatéral, c'est pas très intéressant. C'est bien qu'il y ait, on va dire, ce dialogue-là. Effectivement. Voilà. Donc. Pour que ça marche, merci de l'avoir souligné, il faut que ça aille dans les deux sens. Parce que si je le fais tout le temps et que je n'ai pas le bon feedback, à un moment donné, bon, je me dis, c'est pas la peine. Voilà, ça crée d'autres choses. Donc, des deux côtés, il faut qu'il y ait cette certaine présence-là. Il faut qu'on sente que j'ai mon frère, j'ai ma soeur qui est là en cas de besoin. Dans toute situation, je peux compter sur elle. Et beaucoup de communication, comme le disait Warren. Il faut qu'il communique. S'il y a un souci, on s'assoit. Tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Voilà. Donc prochainement, ne fais pas ça. Toi aussi, tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Et vous voyez qu'avec le temps, c'est des choses qui passent très facilement. Et même là, s'il faut également souligner quelque chose, c'est, on va dire quoi, le caractère, on va dire, essayer toujours de laisser le problème dans le cercle. Pourquoi? Si on est frères et sœurs, on parle de quelque chose, il faut éviter de le mettre dans un autre cercle. Parce que toi, tu as des amis, moi j'en ai. Et si tu te confies à tes amis, par exemple, on ne demande pas de ne pas se confier, tu vas recevoir des conseils, peut-être. Et ces conseils peuvent évidemment, de mon côté, je vais en recevoir d'autres. Ce qui fait en sorte que si ce sont des personnes de mauvaise foi, peut-être, les conseils peuvent aller dans le mauvais sens. Et accentuer encore ces rivalités. Voilà, ça vient encore accentuer les rivalités et ça devient une catastrophe. Une catastrophe, en tout cas, évidemment, on gagnerait tous à se connaître, de créer un lien entre frères et sœurs. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous remercions notre ami Warren. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. On remercie Brice, étudiant en ingénierie statistique économique et financière. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à nouveau sur le plateau de Génération News. Et on remercie notre ami Michael, étudiant en ingénierie juridique et fiscale. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro, toujours lié à la jeunesse et au cercle familial ou pas. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.